Bonjour à tous. Alors, je sais qu'on n'avait pas pu faire les lectures que je vous avais promises dans le cadre du cours d'histoire. Donc, j'ai décidé de faire une petite vidéo aujourd'hui euh, à propos de un livre qui s'appelle Les évadés du Mont-Saint-Michel. Pour ma classe, je reprends la lecture depuis le début, et puis pour les deux autres classes, eh bien, vous allez donc découvrir l'histoire des évadés du Mont Saint-Michel. Alors, le Mont Saint-Michel, pour ceux qui connaissent, c'est donc une petite île au large dans la Manche qui se situe en Normandie. Et cette petite île, dessus, il y a un monastère qui a été créé au Moyen-Âge. Et durant le 19e siècle, en fait, le Mont Saint-Michel a été une prison, d'ailleurs considérée comme l'une des pires prisons de France. Et dans cette prison, on y trouvait aussi bien des hommes que des femmes. Voilà. Donc, toujours sur notre histoire du Mont Saint-Michel, eh bien, vous allez découvrir l'histoire d'un petit garçon dont la maman a été emprisonnée et leurs aventures, et en fait découvrir également la vie au 19e siècle des enfants qui n'étaient pas du tout pris en charge par la société, même si leurs parents étaient en prison ou décédés, ou voilà. Donc, je vous laisse découvrir, je lis le livre, et puis on en reparlera à la rentrée. Voilà, bonne découverte. Donc, il s'agit des évadés du Mont Saint-Michel, et c'est un livre qui a été écrit par Fabien Grégoire. C'est un auteur qui est connu pour ses publications historiques. Il écrit sur beaucoup de thèmes historiques, que ce soit le 19e siècle, le 20e siècle, le Moyen-Âge, etc. Alors, voilà le Mont Saint-Michel. Fabien Grégoire est à la fois auteur et illustrateur. Des pommiers en fleurs, des vaches qui broutent paisiblement, des alouettes qui volent dans le ciel gris-bleu. J'avais oublié à quel point ce pays peut être beau et apaisant. Pourtant, je ne suis pas tranquille. Je sens qu'il approche. Il est derrière cette ligne de peupliers ou à la sortie de cette courbe. Et bientôt, on ne voit plus que lui, cette silhouette incroyable, comme un énorme navire éjoué sur le sable, un navire qui lance ses mâts de pierre vers le ciel, un navire protégé derrière ses murailles et ses tours de guet. Sur les banquettes, autour de moi, les touristes s'agitent. Le train va bientôt les déposer délicatement au pied des remparts, les semelles bien au sec et sans la moindre fatigue. Mes doigts se serrent sur le bois verni des banquettes. Les souvenirs remontent à la surface. Moi, quand j'ai quitté cet endroit, c'était les pieds dans la vase que je suis partie. C'était il y a plus de 80 ans. La digue n'existait pas, et les touristes étaient bien rares. Ce n'est pas tant la peur de la marée qui les effrayait à cette époque. Ce qu'ils redoutaient, c'était plutôt de croiser ces hommes et ces femmes qui occupaient alors les bâtiments de l'ancienne abbaye. Ces hommes et ces femmes que la justice avait rassemblés dans cet endroit perdu, la prison du Mont Saint-Michel. À l'époque, la flèche du clocher n'existait pas. La digue, je l'ai dit, n'avait pas encore été construite, et le mont était toujours une île. J'y étais arrivée en même temps que ma mère. Vivre là, c'était plus pratique pour lui rendre visite. Un après-midi par semaine, je montais jusqu'à la forteresse pour la voir. C'était devenu une habitude, et je trouvais cela presque normal. Les gardiens me fouillaient et vérifiaient le contenu de mon sac. Ils notaient mon nom dans un cahier, puis me laissaient entrer dans la prison. Maman n'était pas un bandit de grand chemin. Une nuit d'hiver, alors que nous étions à la rue, elle a volé une couverture de laine pour me tenir chaud. La justice l'avait condamnée à 5 ans de prison. Par malchance, c'est au Mont Saint-Michel qu'on l'avait envoyée. En ce temps-là, l'ancienne abbaye faisait peur. Selon certains, c'était la pire prison de France. On y croisait des prisonniers de guerre russes, des bagnards qui attendaient de partir vers les pays lointains, des mendiants, des voleurs, des meurtriers et des déserteurs. Dans les bâtiments, une bonne partie de l'espace était utilisée pour loger des prisonniers,
Mais on trouvait surtout des ateliers où des détenus travaillaient pour gagner de quoi améliorer leur repas, s'acheter du cidre, du tabac ou des couvertures. Pour moi, tout cela faisait partie du décor. J'étais bien jeune. Et je m'étais vite habituée à cette ruche bruyante où l'eau ruisselait des plafonds, où le vent s'engouffrait par les fenêtres cassées, où il arrivait que les murs s'effondrent par manque d'entretien. La vie de la prison devait s'adapter à ces incidents. Ainsi, en septembre de cette année-là, les visites avaient lieu dans l'ancien cloître. C'est là que ma mère m'attendait, le dimanche après-midi. C'est à cet endroit que tout a commencé. « Bonjour, mon Augustin !» Maman était très pâle ce jour-là. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé. « Ce n'est rien, mon chéri, c'est cette humidité qui me fatigue. » Elle semblait respirer avec difficulté. « Le soleil me fait du bien, heureusement que... » Une quinte de toux l'empêcha de finir sa phrase. Lorsqu'elle ôta le mouchoir de devant sa bouche, je vis nettement une tache de sang dans les plis du tissu grisâtre. « Maman, ce n'est rien, mon chéri. Viens plutôt voir ce que j'ai trouvé. » Elle m'entraîna dans un angle de la galerie et me montra l'une des planches qui était clouée à la place des anciens vitraux. « Regarde, j'ai fait sauter le nœud du bois. On peut voir toute la baie par ce trou. » Pour éviter que la vue n'inspire aux détenus l'envie de s'évader, le directeur avait fait boucher toutes les ouvertures donnant sur l'extérieur. Pour ma mère, ce petit hublot vers la liberté était une vraie bouffée d'oxygène. La baie, moi, je la connais par cœur. À marée basse, j'allais y ramasser des coquillages dans la vase des chenaux. Je savais reconnaître les endroits où le sol est ferme et où l'on peut passer sans s'enliser. Je savais à quelle heure la mer commençait à descendre. Je savais à quelle heure la mer commençait à descendre, mais surtout à quel moment il fallait quitter les bancs de sable pour ne pas se faire prendre au piège de la marée remontante. Dans mes paniers, j'entassais des kilos de coques que je vendais ensuite pour payer le loyer de la petite chambre que j'occupais dans le village. Nous étions nombreux à vivre de la mer. Les bateaux de pêche que l'on voyait passer à marée haute venaient des ports de Cancale et de Granville. À cette époque venaient d'apparaître les premières bisquines, ces petites embarcations qui allaient se multiplier dans les années suivantes. Nous autres, habitants du Mont, pratiquions surtout la pêche à pied. On nous surnommait d'ailleurs les pieds rouges, à cause de nos orteils gelés par l'eau glacée. Alors, petit, la pêche a été bonne ? C'était Jules, l'un des gardiens de la prison que je connaissais bien. 5 kilos et des beaux, hein ? Oh oh, ça mérite bien un petit verre de cidre. Attablés devant l'une des tavernes du village, nous bavardions de tout et de rien. Jules avait perdu sa femme quelques années plus tôt et s'était retrouvé gardien de prison un peu par hasard. C'était l'homme le plus gentil que j'ai connu. Régulièrement, entre deux visites, il me donnait des nouvelles de la prison. Ça ne va pas fort à l'hôtellerie. Il y a des fissures grosses comme mon poing dans le mur ouest. On va devoir évacuer tout le bâtiment. L'hôtellerie, c'était l'aile de l'ancienne abbaye où dormait la majeure partie des prisonnières. Moi, mes nuits, je les passais dans un bout de grenier que me louait un couple d'épiciers. La plupart des maisons étaient occupées par des pêcheurs ou par des employés de la prison. À cette époque, il y avait déjà quelques touristes, mais fort peu nombreux. On les reconnaissait à leur belle tenue qu'ils tentaient de préserver des taches de vase. Par l'unique fenêtre de ma petite chambre, je les voyais se promener sur les remparts. L'été finissait. On allait bientôt retrouver le froid de l'hiver. Elle ne va pas bien du tout. Elle tousse énormément. Pour la première fois, maman n'était pas au rendez-vous à l'heure de la visite. Je l'avais retrouvée à l'infirmerie, soignée par un petit groupe de religieuses. Celle qui dirigeait les soins s'appelait sœur Euphrasie. Elle semblait vraiment inquiète pour ma mère. « On doit la libérer au printemps. Ça ira mieux quand elle sera sortie, » dis-je, d'une voix incertaine. « Ce n'est que dans 8 mois. Je ne suis pas sûre qu'elle tienne aussi longtemps. »
La réponse de la sœur Euphrasie m'avait fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. J'avais quitté la prison en serrant les dents et j'étais allée directement chez Jules pour tout lui raconter. On pourrait demander une libération pour raison de santé, mais ça prendrait des semaines, m'avait-il expliqué. J'avais éclaté en sanglots. Ce n'est pas juste, Jules, ce n'est pas juste. Je sais, petit. Ce soir-là, je ne suis pas rentrée chez moi. Jules m'a laissé dormir chez lui au coin du feu, mais je sais qu'il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Vu sa maladie, l'idéal ce serait de l'emmener à Jersey. Tout en nous promenant dans le village, nous discutions de la situation. Où ça? À Jersey. C'est une île anglaise qui se trouve à quelques heures de navigation d'ici. La justice française n'y a aucun pouvoir et le climat est tellement bon que les fleurs y poussent par milliers. Il suffirait d'y aller en bateau en profitant des grandes marées. Mais Jules, ma mère est une prisonnière. Je le sais, bon Dieu! Qu'est-ce que ça change? Puis à voix basse, en regardant autour de lui, pour s'assurer que personne ne pouvait l'entendre, il ajouta. Elle ne serait pas la première à s'évader du Mont-Saint-Michel. Jules venait de lâcher le mot qui occupait nos esprits depuis des jours. L'évasion. Il y en a qui ont réussi? Demandai-je timidement. Évidemment! Mais on s'est toujours arrangé pour que personne ne le sache, sauf quand on ne pouvait pas faire autrement. C'est possible alors? Jules me regarda droit dans les yeux. Attention, petit, on peut tenter le coup, mais il y a un vrai risque. Tu pourrais bien te retrouver enfermé comme ta mère, ou pire, si ça tournait mal. Ça vaut mieux que de la perdre, murmurai-je. Mais toi, Jules, qu'est-ce que tu risques? Autant que toi, petit. Mais je n'en peux plus de ce maudit rocher. Je suis prêt à partir avec vous. De retour chez Jules, nous avons commencé à échafauder un plan. Je connais un pêcheur qui a une bisquine et il me doit un service. Il ira nous attendre derrière Tomblaine, à l'abri des rochers, pour que les sentinelles ne le voient pas. Il faudra juste que ta mère arrive à marcher jusque-là. Penché sur la carte, je songeais à cette île de Tomblaine, séparée du Mont-Saint-Michel par la moitié de la baie, et par les chenaux où s'écoulaient les rivières venues de l'intérieur des terres. « Il faut qu'elle y arrive !» dis-je à voix haute, comme pour m'en convaincre moi-même. À l'infirmerie, sœur Euphrasie avait réussi à convaincre une fois pour toutes le directeur de la laisser préparer un bouillon de viande aux malades qu'il fallait remettre sur pied. Grâce à cela, ma mère reprenait peu à peu des forces. Mais le problème demeurait comment la faire sortir de l'ancienne abbaye. Tous les jours, lorsque la marée nous le permettait, Jules et moi tournions autour du mont pour essayer de trouver un itinéraire, un passage praticable que personne ne connaissait. En vain. Malgré les encouragements de Jules, le doute me gagnait. Puis un jour, un grondement s'est fait entendre. Un grondement étrange, sourd, qui a résonné dans toute la baie. Nous avons juste eu le temps de lever les yeux pour apercevoir la masse de l'hôtellerie qui basculait dans le vide. Les fissures avaient eu raison du bâtiment qui venait de s'écrouler. D'un bloc, au pied de la forteresse. Pendant de longues minutes, nous sommes restés immobiles à regarder la poussière retomber sur le village. La surprise passée, le visage de Jules s'est éclairé d'un sourire radieux. « Le ciel vient en aide, petit !»« Comment ça ?» demandai-je sans comprendre. « Mais bon sang, regarde! Le voilà notre passage pour sortir de la prison !» me dit-il en montrant la muraille éventrée au milieu des gravats. La période des grandes marées approchait. Il n'y avait plus un seul jour à perdre. Nous allons mettre en pause et reprendre la lecture sur une autre vidéo.